Donc merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur la question comment faire de la conformité un pilier de la cybersécurité. Un sujet forcément historique, un sujet qui nous anime depuis des années, et on va pouvoir aujourd'hui justement voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les dernières astuces, quels sont les derniers retours sur le terrain pour allier cette fameuse conformité avec la cybersécurité. Donc pour ma part, je suis Jérôme Billois, je suis associé au sein du cabinet Wavestone. Et je vais avoir la chance d'animer cette belle table ronde qui a 4 intervenants, comme vous pouvez le voir autour de moi. Je vais partir tout à ma droite avec Gaston Gautrenaud de la CNIL, qui est ingénieur dans le service de l'expertise technologique et qui intervient en particulier sur les phases de conseil en amont pour faire le pont entre la vision juridique et la vision technique. Et Dieu sait que c'est important sur les sujets de la protection des données. Juste à ma droite, Ludovic de Kercouët, qui est fondateur de Digitemis, qui est ingénieur en sécurité depuis des années et qui a fondé la structure Digitemis il y a 7 ans, au début sur des logiques plus d'audit PASI, et qui maintenant s'est largement étendu sur les sujets de conformité et en particulier de l'outillage associé avec la conformité. On verra que c'est quand même un des points clés pour industrialiser la démarche. À ma gauche, on enchaîne avec Vincent Desroches de l'ANSSI, donc notre agence nationale bien connue, deuxième régulateur présent à cette table ronde. Vous voyez qu'on a voulu vraiment justement allier ce côté de la vision opérationnelle, cybersécurité et conformité. Donc Vincent est à la sous-direction de la stratégie, il est chef de la division management de la sécurité numérique. Vous l'avez certainement croisé parce qu'il est en charge de beaucoup de sujets autour du management des risques, de la gestion de crise, des politiques publiques en matière de sécurité numérique, et c'est dans ces équipes où on retrouve beaucoup des réglementations qui nous occupent au quotidien, que ce soit la fameuse loi de programmation militaire, la LPM, la directive NIS, et ses futures évolutions. Peut-être qu'on aura quelques scoops, je ne sais pas, on essaiera peut-être de lui demander. Et puis il y a également tout le volet confiance numérique qui, vous le savez, est porté à l'ANSSI avec les sujets autour du RGS ou d'AIDAS, qui sont aussi des réglementations particulièrement importantes. Et puis le dernier mais non des moindres, Paul Frosto, qui nous vient de Michelin, qui est analyste cybersécurité et qui est spécialisé dans ces analyses de risques cyber. On verra le lien justement entre l'analyse de risque et la conformité, et qui surtout, Paul, accompagne beaucoup les filiales de Michelin dans leur mise en conformité avec les différents référentiels, qu'ils soient internes ou externes. Et donc c'est des retours particulièrement intéressants avec, je l'espère, pas mal d'anecdotes terrain sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a une forme d'écho à notre niveau qui n'est pas très agréable, mais dans la salle c'est bon, parfait. Donc ce fameux sujet de la conformité et de la cybersécurité. La première question qu'on va aborder, c'est justement comment est-ce qu'on arrive à allier les deux, parce qu'on a tendance souvent à les opposer. On voit bien, quand on est sur le terrain, quand on va piloter des projets de cybersécurité, quand on va essayer de faire progresser sa société, que d'un seul coup une réglementation nous tombe dessus. Cette réglementation, des fois, on a l'impression qu'elle n'est pas en lien avec les enjeux de notre entreprise ou de notre organisation, parce que ça ne couvre peut-être qu'une partie de ce périmètre, ou peut-être parce que les problèmes qu'on a à gérer au quotidien ne sont pas ceux qui sont exigés dans les différentes réglementations, et ça peut des fois avoir le sentiment de défocaliser. Là, je vous ai fait le côté un peu négatif, parce qu'on sait bien que des fois la conformité, justement, elle peut être hyper positive, parce qu'elle peut donner le moyen d'aller voir la direction générale, d'ouvrir des portes, de montrer qu'il n'y a pas que des gens en interne qui disent que c'est important, et qui donc il faut agir. Donc la vraie question que je vais commencer à poser à nos différents interlocuteurs, c'est comment est-ce qu'on arrive à allier ces deux mondes qui parfois peuvent être opposés, parfois peuvent être bien synchronisés. J'ai peut-être commencé par Ludovic de Kercouët sur cette première question. Merci Jérôme, bonjour à tous. Ça me fait penser à une anecdote d'une société, une entreprise de taille intermédiaire industrielle dans le domaine de l'agroalimentaire qui nous avait contactés pour justement la mise en conformité RGPD. Donc on a le responsable qualité, le responsable informatique qui nous contacte et le directeur général est là. Donc oui, pas de problème, on peut les accompagner. Dans le secteur agroalimentaire, la mise en conformité est plutôt assez simple. En termes de traitement de données, il n'y en a pas beaucoup. Et à la fin du rendez-vous, je pose la question, et les risques dans vos usines, vous en êtes où? Les risques informatiques? Et là, on dit, bah oui, c'est beaucoup plus important, mais on n'a rien fait.
Et globalement, voilà, la conformité a permis d'initier un rendez-vous, de poser les premières questions et de commencer à tirer le fil de l'analyse des risques, qui évidemment est dans le règlement RGPD, hein, les mesures de sécurité, mais quand on allait faire un chemin sur la conformité RGPD, on n'allait pas du tout traiter la sécurité des usines. Autre exemple, une entreprise également industrielle qui avait 8 plans d'action sur 8 référentiels de conformité, avec les commissaires aux comptes, avec des réglementations à la fois de la conformité, du juridique, de la cyber, de la DSI. Et donc, rassembler ces plans d'action, les faire avancer, c'était gargantuesque. Et du coup, un ransomware est arrivé, parce que finalement, les plans d'action n'avaient pas avancé. Alors, on cherchait à se mettre en conformité, mais on avait oublié la conformité. Alors, évidemment, la conformité permet quand même d'avancer. C'est une leçon, hein, notamment, je crois que Guillaume Poupard l'a dit, hein, le RGPD a fait énormément grâce notamment aux amendes. Aux amendes où, là, globalement, il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur le territoire des PME et des ETI. Voilà. Très bien. Paul, avec une vision justement terrain sur la manière dont ça se déroule, la manière dont les entités peuvent suivre ou pas, quel est votre point de vue? Ça marche? Ouais. Je vais essayer de parler lentement. Excusez-moi pour mon accent. Hein. Je vais essayer de parler lentement. Alors, oui, les analyses de risque, c'est quelque chose qui est essentiel. Et on ne peut pas se passer des analyses de risque, même si on a la conformité réglementaire à respecter, parce que voilà, on a des obligations légales. Les analyses de risque, ça nous permet, très terrain, de définir des priorités, d'identifier si le cadre réglementaire est plus priorité que d'autres risques qui sont induits par l'environnement qu'on a. Et c'est vraiment très important de faire ces liens entre les analyses de risques et la conformité, parce que la conformité, c'est les socles, c'est un peu les socles de sécurité, ça fait partie des socles de sécurité qu'on développe. Donc dans les différentes méthodologies d'analyse des risques, on peut voir bien qu'on parle des bases, et la conformité, ça peut être un de ces bases. Mais sans oublier que les analyses de risques permettent de prioriter les actions à mener pour éviter de partir sur des mesures trop éloignées des risques réels que l'entreprise a maintenant. Donc vraiment très important, les analyses de risques pour avoir ces départs. Un autre point que je voulais ajouter, c'est que dans mon ancien vie, j'ai commencé par la création de ces startups. J'étais de ce côté des personnels. Et là, la conformité, c'était un enjeu fort pour la vie de la société. Quand j'étais dans une start-up, si je n'étais pas conforme à telle démarche cybersécurité, la ISO 27000 ou autre, je savais que je ne pourrais jamais atteindre un certain type de marché. Et de l'autre côté, pour certains clients, les sociétés se doivent de respecter certains engagements réglementaires, la GDPR, pour bien la citer, parce qu'il faut protéger les données des clients. Voilà quelques points où je peux déjà apporter très terrain ces liens entre conformité et analyse des risques, ou gestion des risques de façon plus générale. Donc les risques de ne pas respecter une conformité doivent être très clairs identifiés et apparaître dans les bords de cartographie des risques. Merci. Vincent, côté ANSSI, dans vos équipes, il y a à la fois justement le côté méthode d'analyse de risque, les exigences de conformité. J'imagine que vous avez pas mal de retours à partager sur comment on les allie finalement. Ouais, merci. Bonjour à tous. Merci Jérôme. Moi, je trouve très intéressant de commencer par cette question de la conformité versus ou avec l'analyse de risque. Côté ANSSI, on s'est posé la question, figurez-vous, il y a à peu près 3-4 ans, quand on s'est dit qu'il fallait rénover la méthode d'analyse de risque EBIOS. La réponse qu'on donne et qu'on pousse, c'est qu'il faut créer une ligne de force entre la conformité et l'analyse de risque. C'est donc même pas une complémentarité, c'est vraiment une ligne de force, et la conformité doit s'encapsuler dans une démarche de gestion de risque. Alors concrètement, c'est quoi ? Vous avez des standards techniques, les ISO, vous avez les guides d'hygiène de l'ANSSI, vous avez un ensemble d'éléments, d'exigences qui sont directement utilisables
par nos responsables de la sécurité et qui vont leur permettre de bâtir un premier niveau de socle par conformité. Vous avez ensuite un deuxième niveau qui est la réglementation. Réglementation qui est bien souvent sectorielle, qui est contextualisée et qui va permettre aux organisations de compléter leur socle lié aux standards techniques par un socle de réglementation. Et là, on a donc un socle de sécurité, Paul en parlait il y a quelques minutes, et l'analyse de risque, elle arrive quand? C'est quoi le rôle de l'analyse de risque dans tout ça? L'analyse de risque, elle a vocation à orienter ce socle de sécurité en contextualisant la menace, en prenant en compte les modes opératoires des attaquants, en prenant en compte les dernières attaques à la mode, celles qui sont arrivées hier par exemple. Grâce à une analyse de risque, vous allez pouvoir orienter votre socle de sécurité, durcir. J'ai un exemple. Vous savez que lorsqu'il y a des actions d'espionnage sur une organisation, les attaquants peuvent exploiter ce qu'on appelle les signaux parasites compromettants. C'est un peu barbare, c'est le domaine du Tempest, qui existe d'ailleurs depuis fort longtemps, mais c'est une menace qui est là, qui existe, et grâce à la miniaturisation des équipements, c'est une façon de pouvoir espionner ce qui se passe au niveau d'un serveur, au niveau d'un ordinateur. La réglementation, elle dit, que ce soit autant UE ou France, elle dit qu'il est obligatoire pour un système qui traite d'informations classifiées de se prémunir de ce risque. Imaginez que vous êtes une entreprise qui travaille dans le domaine de la recherche et développement sur un sujet très sensible mais qui n'est pas classifié. Votre analyse de risque, elle va peut-être aboutir à la conclusion qu'il faut mettre en place des mesures pour vous prémunir contre ces fameux signaux parasites compromettants. Alors que l'approche par conformité ne l'aura pas forcément mis en avant. Merci, oui, c'est vrai que c'est les technologies Tempest, on en parle quand même pas trop souvent, mais c'est intéressant de le réévoquer ici. Gaston, pour compléter sur cette question, des éléments de réflexion du côté de la CNIL. Oui, bonjour à toutes et tous. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. La question était comment allier la conformité à la gestion du risque. Moi, je dirais pourquoi vouloir les dissocier en fait. Il faut un peu changer de prisme, à mon sens. La volonté du régulateur, qu'il s'agisse de réglementation ou de loi, c'est de faire évoluer les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, on voit que les menaces s'accroissent de façon totalement dramatique. Il faut rappeler que le temps du juridique n'est pas le temps des technologies également, c'est souvent reproché. Ça veut dire que très en amont, l'approche du régulateur, l'approche du législateur, et rappelons-le, les gens qui travaillent sur ces lois, qui travaillent sur ces réglementations, sont les mêmes, notamment, pas uniquement, mais notamment, qui travaillent à la définition des normes sur les sujets cybersécurité, pour revenir à le cœur du sujet aujourd'hui. Ça veut dire que le but est d'accroître la maturité des entreprises sur ces sujets, parce que c'est une nécessité. Ça veut dire que la multiplicité en fait, des lois et des règlements qui nous obligent tous aujourd'hui à implémenter la cybersécurité, ce n'est pas une volonté de chacune de ces parties à faire des choses distinctes, c'est une volonté de nous tous, régulateurs, de faire évoluer les choses, que ce soit la régulation sectorielle, que ce soit la législation globale, que ce soit le RGPD et la représentation de la CNIL qui est la mienne aujourd'hui. Le but est bien de faire évoluer les entreprises, de faire évoluer les organismes dans la prise en compte de ces enjeux de cybersécurité, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Donc je pense que l'important est réellement de ne pas dissocier. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, c'est un gimmick dans mes discours, parce que je pense que c'est une notion qui est fondamentale. C'est une dissociation qu'on fait parce qu'on a chacun dans nos métiers des connaissances, des compétences qui sont sectorielles et qu'on se veut spécifiques. On nous dit expert sur des sujets. Cette expertise crée des cloisonnements entre le juridique, entre les métiers, entre les responsables systèmes d'information. Le but est bien qu'il y ait du partage et le but est bien d'avoir en perspective globale cette volonté d'amélioration, d'augmentation de la maturité et de faire que la cybersécurité réponde à ces enjeux et aux menaces telles qu'elles évoluent aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit.
Alors, si on passe à une deuxième question, parce que là, on l'a vu, Gaston nous le disait à l'instant aussi, les réglementations, elles augmentent en termes de diversité, en termes de nombre. Quand on veut être conforme dans des grandes structures, on a des dizaines d'entités à faire bouger. En plus, il s'avère que suivant les pays, ils peuvent avoir des réglementations un petit peu différentes. On n'a qu'à le voir sur la directive NIS. De par son côté directive, elle a été déclinée de manière différente dans beaucoup de pays. On prend la Belgique, c'est centré autour d'une certification ISO 27001 et des principes de système de management, quand en France, on va être plutôt sur des règles beaucoup plus précises à appliquer suivant les différents périmètres. Donc tout ça crée finalement une situation qui peut être assez complexe et très consommatrice de temps pour finalement y arriver. Donc la deuxième question que je voudrais aborder avec vous, c'est comment est-ce que opérationnellement, on arrive à simplifier la mise en œuvre de la conformité sur le terrain. Est-ce que c'est nécessaire de s'outiller? Est-ce que c'est nécessaire de former? Comment est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on arrive, par exemple, à créer des référentiels de conformité intégrés dans lesquels on va mettre plusieurs réglementations spécifiques et en particulier dans un contexte international où ça peut être encore plus compliqué? Peut-être pour commencer sur cette question, Paul, un avis, un retour sur justement la déclinaison de ces programmes de conformité à l'échelle internationale chez Michelin? Oui, donc je peux faire un retour. Par rapport à Michelin, on a bien sûr, quand on parle de conformité, là je vais parler de la conformité à la politique interne, à notre cadre réglementaire. Donc on a un cadre global qui s'applique à tous les sites au niveau mondial. Donc ça c'est plutôt bien ficelé, les corpus documentaires et comment ils se déclinent dans tous les sites. On a des niveaux différents bien sûr, mais on garde un cadre global. Là où c'est un peu plus complexe, c'est avec les filiales, parce que Michelin, il achète de plus en plus de sociétés. Et là, on se retrouve confronté à un problème de comment faire que nos filiales aient le même niveau de sécurité que nous, on préconise au niveau de nos différents sites. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que le niveau de maturité il est très disparate entre un et une autre filiale. Nous, on a un corpus documentaire assez fort, qui est basé sur l'ISO 27001, bien sûr, des standards de ce type-là. Et on ne peut pas arriver avec nos filiales et dire, voilà, quelles sont les prescriptions à respecter, débrouillez-vous. Ça, non, c'est impossible. Donc, ce qu'on a fait, on a fait le choix d'utiliser un cadre et un framework international. Je vais le citer parce que ça me plaît beaucoup, cette framework, c'est le CIS, Control. C'est quelque chose qui vient de NIST, qui a été fait par l'essence. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est bien fait, je trouve, et c'est international. Donc, j'aime bien les choses qu'on fait en France. L'ANSI fait des choses très bien. Mais bon, là, on avait besoin vraiment de quelque chose qu'on puisse communiquer au niveau international et que dans tous les continents, les gens puissent accéder facilement en anglais. Voilà. Donc ça, c'est notre clé pour les filiales. Ce qu'on fait, on réalise une évaluation de la maturité de la filiale et en fonction de quel est l'objectif, on fait une analyse de risque pour identifier quelle est la cible à laquelle on va la monter à niveau de maturité. On utilise tout simplement les CIS, on est outillé pour le faire et ça nous permet de monter à niveau la filiale avec des roadmaps de 12-3 ans et avec des priorités zéro à faire tout de suite les basiques de la sécurité. Après, progressivement, on va les amener à un niveau qui va pallier au risque de la filiale, quoi. Voilà. Merci. Pour enchaîner, Vincent, peut-être sur ce côté, alors en plus dans vos équipes, il y a de nombreux référentiels. Est-ce que justement l'idée d'avoir un référentiel unique qui les regroupe tous, c'est quelque chose qui serait impossible, qui n'a pas de sens? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut viser? Quels sont les retours, peut-être les astuces que vous auriez aussi sur ce volet d'opérationnaliser tous ces référentiels? Là, oui, indéniablement, on est tous d'accord qu'il y a pas mal de règlements. Pour commencer, moi je dirais, j'ai vraiment une recommandation qui est forte. Maintenez un lien avec les régulateurs. Je serais intéressé de voir ce qu'en pense la CNIL et Gaston. Mais faites en sorte, si vous êtes un opérateur régulé, ça veut dire que si vous êtes assujetti à un des règlements dont Jérôme Guillot a parlé,
Rapprochez-vous de l'ANSSI, rapprochez-vous de la CNIL, rapprochez-vous de vos régulateurs pour comprendre ce qui se cache derrière le texte. Pourquoi? Parce que quand vous discutez avec le régulateur, il est à même de vous expliquer l'esprit du texte, il est à votre écoute, et ça va vous permettre, vous, de définir des parcours de mise en conformité. Ça ne veut pas dire que c'est de la tractation avec le régulateur, mais nous, on va être capable de vous dire, bah, écoutez, la priorité pour vous dans la mise en conformité, c'est de travailler sur le cloisonnement, c'est de travailler sur le chiffrement, c'est de travailler sur votre organisation. Et ces autres exigences, vous pouvez les différer un peu, selon votre cas. Donc, première recommandation, rapprochez-vous de vos régulateurs préférés pour bien comprendre les textes et bâtir avec eux des plans de montée en capacité. Ensuite, une autre recommandation, ce sont les audits de sécurité. Quand on a un RSSI qui arrive nouvellement dans une organisation, bah la recommandation, et je pense que c'est un réflexe, c'est faire un audit de sécurité. C'est stimulant, ça permet de mettre en avant les points de fragilité les plus évidents, y compris réglementaires, et ça permet également quelque part de montrer à la direction générale quels sont les grands points de vulnérabilité, les facteurs d'exposition, et donc de prioriser les actions, qu'elles soient liées encore une fois, à des référentiels techniques ou à des règlements. Et ensuite, alors concernant le sujet sur l'harmonisation des cadres, peut-être qu'on creusera tout à l'heure. En tout cas, oui, on y travaille. Et tout à l'heure, on creusera par rapport à ça. Je voudrais terminer là-dessus sur le fait qu'on a pas mal, moi, mes collègues de la coordination sectorielle ou territoriale, qui est en contact avec ce qu'on appelle chez nous les bénéficiaires, rencontrent ce type de difficultés. Et un des points, alors qui fera peut-être sourire certaines ou certains, c'est qu'il faut aussi démystifier, dédramatiser cette approche par conformité. Et pourquoi? Parce qu'il faut lui donner un sens. Par exemple, quand il est demandé de cloisonner, de séparer le réseau d'administration et le réseau de production, ce qui n'est pas neutre, hein, il faut savoir pourquoi on le fait. Et quand on y arrive, quand une organisation a réussi à cloisonner ces deux types de réseaux, vous pouvez vous dire franchement que vous allez rendre la vie beaucoup plus difficile aux attaquants, et ça, c'est une belle victoire. Il y avait un appel du pied de l'ANSSI vers la CNIL. Est-ce que la CNIL veut répondre sur le lien avec les différentes entités régulées? Parce qu'en plus, il y a quand même une différence majeure, c'est que le nombre n'est pas tout à fait le même entre les gens qui doivent suivre le RGPD et ceux qui doivent suivre la LPM ou NIS. Merci Jérôme de cette transition. En effet, l'effectif et le nombre de sociétés impactées n'est pas le même. Ce que je dirais plutôt, c'est pas forcément tous de venir nous voir. On va avoir du mal à tous vous recevoir, même si ce sera avec grand plaisir. Néanmoins, c'est de revenir aux fondamentaux, une fois encore, indépendamment de ce que représente le règlement général sur la protection des données, parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence. On est ici pour parler cybersécurité. Et sur ce sujet-là, l'obligation légale qui est celle, et réglementaire qui est celle du RGPD, c'est de mettre en œuvre une sécurité qui répondent aux enjeux de protection des données qui sont mis en œuvre dans le cadre du traitement projeté. On ne définit pas des technologies, on ne vous demande pas de déployer plutôt une solution plutôt qu'une autre, on demande à ce qu'une analyse soit faite pour s'assurer que le déploiement de la solution de sécurité qui est mise en œuvre soit cohérente avec le risque associé au traitement mis en œuvre. Et ce qu'il faut bien comprendre au travers de ce discours, c'est que Vincent l'évoquait tout à l'heure, la séparation entre la prod, le dev, le test. Encore récemment, on a des entreprises, enfin une entreprise, je l'ai en tête, qui, dans une phase de test, a déployé son environnement de production et ses données de production dans un environnement de test qui, du coup, évidemment, n'était pas mis à jour. Évidemment, sous 48 heures, était faillible. Et évidemment, les données sont parties. Le périmètre, par chance, je vous rassure, était limité et le risque faible. Néanmoins, c'est un exemple qui montre que ce n'est pas une histoire finalement de régulation et de conformité, c'est bien une nécessité de mettre en œuvre ces enjeux de sécurité dans les processus projets et dans la gouvernance de l'entreprise sur toute la chaîne de valeur de la donnée
au niveau des traitements. Et ça rejoint un peu la question initiale du début de cette conférence, c'est-à-dire celle qui consiste à dire il ne faut pas opposer les métiers. Quand je dis les métiers, c'est de façon transverse les métiers, la conformité, le système d'information, l'IT. C'est bien de travailler dans la main, main dans la main, dans un périmètre qui est partagé, dans une compétence, une connaissance et des informations qui sont clairement lisibles et qui vont dans le bon sens de cette amélioration de la sécurité. Merci. Et dernière intervention sur cette question, Ludovic, le côté peut-être outillage, comment est-ce qu'on concrétise sur le terrain, comment on fait vivre des communautés de gens qui doivent aussi mettre en place ces réglementations? Alors pourquoi il y a un outillage déjà? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un outillage? Pour résumer, souvent on a des gens qui viennent nous voir, ils sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'il y a un nouveau référentiel qui sort tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et les mises à jour, c'est tous les mois, avec les nouvelles directives, les jurisprudences. Donc, ils ne savent plus comment faire, parce que donc, les référentiels évoluent, s'additionnent, et les périmètres sont divers, selon les activités sectorielles, selon les périmètres géographiques. Donc, du coup, c'est très compliqué de piloter ça, de faire une démarche de mise en conformité, ou même de faire un lien avec la gestion des risques. Donc, on a des choses silotées. On a les gens qui vont gérer les risques d'un côté, des gens qui vont faire de la conformité d'autre, des gens qui vont faire de la conformité sur les fournisseurs, des gens qui vont faire de la conformité sur des projets. Voilà, on n'en sort plus. Après, autre chose qui se passe par rapport à ces besoins d'outils, pourquoi? Ce qu'on a vu, notamment sur différents référentiels de conformité, c'est on va avoir une opération coup de poing pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un budget, avec une équipe projet. Et puis petit à petit, voilà, ça s'éternise et hop, ça va se stopper parce qu'on n'en peut plus. Et surtout, le pire qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui part et tout s'effondre. Donc le référentiel qui a été fait sous Excel à 80%, du coup, il devient obsolète au bout d'1 an. Il y a des gens qui arrivent et qui doivent tout refaire. Donc c'est vraiment compliqué, hein. On parle de mise en conformité, mais le sujet, c'est le maintien de la conformité et de trouver un chemin pour arriver à cette conformité. Et en fait, la chose essentielle, on en a parlé un petit peu, mais c'est que ça soit collaboratif, c'est que ça soit un projet d'entreprise. Et qu'en effet, il y a une certaine cohérence entre la gestion de risque, la conformité et surtout l'activité de l'entreprise. Donc voilà, moi, venant du milieu de l'audit, on faisait des photos. Il était temps de faire des films, et des films collaboratifs où tout le monde était impliqué. Donc la seule façon d'y arriver, et c'est pour ça que les gens épuisés arrivent avec un sourire en nous voyant, c'est que globalement, du coup, on a la solution pour embarquer tout le monde. Parce que les gens de la conformité, vous le savez, hein, ce ne sont pas toujours des gens qui sont accueillis les bras ouverts. Parce que ça rajoute du travail, ça n'apporte pas beaucoup de business. Donc si on peut, à minima, gérer les risques et garantir une conformité suffisante, ça fait plaisir à tout le monde, de la direction jusqu'au métier. Donc l'outillage sert à ça, et nous c'est intéressant parce que là on arrive en 2021, on voit des gens qui ont essayé des choses, qui ont bricolé, et qui se sont, et en fait on les a laissés s'épuiser entre guillemets, et in fine la voie est toujours la même. Alors ça peut être intéressant d'attendre, hein, de ne pas se précipiter sur les premières solutions, et de ne pas oublier que le processus doit être transformé, hein, c'est-à-dire que les façons de faire doivent être transformées pour intégrer les multiréférentiels, multipérimètres et un outillage dans une façon de travailler des métiers. Mais in fine, ça semble nécessaire de simplifier, de gagner du temps, d'avoir des indicateurs, de capitaliser sur un outil. Voilà. Gaston, il y avait une réaction à ça? Oui, juste sur la mise en perspective et la globalisation de l'approche, c'est juste un exemple en tête parce que ça nous a souvent été reproché à la sortie du RGPD de dire oui, mais on fait déjà des analyses de risque. Là, vous nous demandez une analyse de risque orientée vie privée. On va être obligé de refaire des processus globaux, de changer notre méthode au projet complètement. Pas du tout. Le but, c'est, on a déjà des analyses de risque qui sont mises en œuvre, c'est les mêmes que vous utilisez. Il y a évidemment quelques éléments juridiques qui sont spécifiques, bien entendu, et qui doivent être ajoutés sur protection des libertés individuelles, des données, sur les traitements qui sont mis en œuvre, mais les analyses de risque, ce sont les mêmes. C'est juste le prisme qui change, c'est-à-dire que la méthode au projet, la mise en œuvre est identique. Dans un cas, par contre, c'est un risque en termes d'image, un risque financier qui doit être couvert.
dans la protection des données, c'est le risque sur l'individu qui est derrière les données que vous traitez, qui est à couvrir. Mais par contre, les approches sont les mêmes. Donc le but, c'est juste d'identifier ces axes, de les ajouter dans les analyses et de les partager avec les métiers en valorisant au niveau de la maturité de l'entreprise cette approche-là. Donc c'est bien une vue globale et une approche qui se complète malgré cette complexité que Ludovic évoquait préalablement. Juste peut-être. Ouais, comme on dit, plus un. Plus un, parce que quand vous évaluez vos risques, par exemple d'espionnage, vol de données, bah, de toute façon, là-dedans, vous êtes exposé aussi bien à un risque juridique, Gaston, corrige-moi si je me trompe, lié au RGPD, et également un risque lié à vos secrets industriels qui vont partir. Et donc, on voit bien que l'approche, elle doit être conjointe. Et un des messages, je pense, sur lesquels on est tous d'accord dans cette table ronde, et j'espère avec vous, c'est qu'il faut décloisonner, hein, c'est bien ça. Il faut décloisonner les domaines. Bien sûr, il y a des spécificités réglementaires. J'oserais pas dire point de détail parce que vous allez me tomber dessus, mais le creuset, c'est bien l'approche par les risques. Et de toute façon, en face, et on le voit avec les attaques par rançongiciel, l'attaquant, il va d'abord chercher à vous voler vos données, ensuite il va vous chiffrer vos réseaux, vous connaissez ça par cœur, et il va vous inciter à payer en vous faisant une pression monstre et du chantage à la divulgation. Donc de toute façon, le dirigeant, il est confronté sur sa ligne de mire, il a RGPD, il peut avoir une réglementation liée au classifié, etc. etc. Donc c'est bien un décloisonnement qui est une des clés de succès. Merci pour ces compléments. Là, on a vu le côté un peu négatif de la conformité. Là, je vois vos têtes baissées, les mines un peu difficiles. Surtout Ludovic qui évoquait l'épuisement. Voilà. Mais on voit aussi qu'il y a des structures qui arrivent à transformer la conformité en un avantage concurrentiel, en un avantage d'image, en un avantage de communication auprès de leurs clients. On l'avait vu historiquement avec BlackBerry qui nous avait fait les premières pubs dans le métro à l'époque des smartphones sécurisés. On voit des acteurs comme Apple, alors même si tout est discutable et qu'il y a beaucoup d'angles dans la problématique avec Apple, mais qui mettent quand même beaucoup en avant le respect de la vie privée, on voit des acteurs qui lancent des solutions autour de ça. Donc peut-être qu'il y a un moyen quand même aussi que la conformité soit un levier qui soit un avantage même pour les différentes entreprises qui s'y mettent. Je voudrais un peu avoir votre retour là-dessus, peut-être en commençant par Gaston. En fait, à l'instant, quand tu posais la question, je repensais aux normes. En fait, quand vous imaginez déployer une norme, 27001 par exemple, parce qu'on la connaît tous, ici, le but c'est d'améliorer les choses, c'est de répondre à ces enjeux de sécurité, c'est de pouvoir les couvrir, de pouvoir les adresser, de faire des tableaux de bord, d'avoir une visibilité, une compréhension. En fait, le but du régulateur sur ces sujets-là, c'est d'obliger la mise en œuvre en cohérence avec des enjeux équivalents à ceux des normes que vous déployez sur une réponse qui soit cohérente avec l'évolution des menaces. Oui, c'est positif, mais pour être transformé, ça nécessite d'être digéré au niveau de l'entreprise. Alors moi, j'ai un biais intellectuel parce que je viens de la finance, qui est un monde qui est extrêmement régulé, et donc ces contraintes sont intrinsèques au métier. Évidemment, vous êtes tous dans des métiers qui sont potentiellement pas forcément dans une approche qui nativement est liée à ce besoin de conformité, d'où le besoin et la répétition qui est la mienne aujourd'hui de dire en fait c'est pas des approches qui sont orthogonales, c'est juste une nécessité de compréhension et de partage. Par contre, c'est clair que les métiers en général sont séparés, les compétences sont séparées, et donc il est difficile de les associer dans une approche et dans une culture d'entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, qui plus est, sur les enjeux qui sont les nôtres, il y a quelques années, quand on se croisait, on parlait de firewall et d'antivirus, on ne parle plus du tout de ça. Aujourd'hui, on dit quelles seront les solutions juridiques, les solutions contractuelles, les solutions en termes de gouvernance, les solutions techniques évidemment également, qui vont nous permettre de répondre à ces enjeux-là. Donc déjà nativement dans la réponse en sécurité qu'on va mettre en œuvre, on est déjà dans la nécessité de partager une compétence entre ces projets-là. Et en ça, c'est positif, mais ça nécessite en effet une maturité, une culture d'entreprise qui nous mettent en capacité d'avoir cette approche-là.
Merci pour continuer peut-être Paul, un retour là-dessus sur comment valoriser finalement ce travail sur la conformité. Ouais, je rebondis sur ce que disent mes collègues. Hein. Mes collègues, surtout sur la partie réglementaire. Et je fais de nouveau un lien avec l'analyse des risques. Il faut donner des sens à ce qu'on fait. Et je pense que piloter la sécurité par les risques, hein, comme tout le monde le sait, que c'est un des états de maturité assez élevés dans une société, c'est là où il faut y aller. Et il faut mettre dans la boucle de ces analyses de risques les taux de management, les métiers, les équipes transverses qui participent. Et on va donner des sens à cette réglementation, à cette mesure qu'il faut respecter dans ces cadres, parce qu'il y a des risques, parce qu'ils les comprennent les décideurs. Et ça, c'est un grand atout de faire ces mythes, analyse des risques avec la conformité, parce qu'on donne des sens autre chose. Et c'est comme ça qu'on obtient l'appui des différentes équipes. Voilà, ça c'est très important et je rebondis fort sur ça parce que je prends mon bâton de pèlerin pour dire la sécurité par les risques. C'est ça qu'il faut faire et c'est une bonne manière de donner des sens à des cadres réglementaires. Et oui, ça va nous aider parce qu'on peut dire si on ne le fait pas, on peut perdre du business. Si on peut le dire parce que c'est le cas. Hein. Il y a le cas où on pourrait perdre du business si on ne respecte pas la réglementation, mais ce n'est pas ça qu'il faut transmettre. Il faut plus transmettre on a un risque de tac, et ça donne des sons dans la chose. Plus que de perdre un business, à mon avis. Dans certains cas, peut-être Ludovic sur cette question. Alors, je trouve ce qui est intéressant sur la valorisation de la conformité, il y a quelques exemples intéressants. C'est déjà les OIV ne peuvent pas communiquer sur le fait qu'ils sont conformes. En tout cas pas au grand public. Sur le RGPD, c'est un terrain glissant. Si quelqu'un met en avant ses démarches, sa conformité en sonnant sur la place publique, il n'est pas à l'abri d'un contrôle ou une dénonciation, soit d'une partie interne ou externe d'un concurrent, tout est possible. Donc, communiquer sur cette conformité, c'est quelque chose de pas simple, en tout cas à l'extérieur. Les Américains sont assez forts. Quand on fait un audit de conformité des éditeurs de logiciels américains, ils nous envoient plusieurs gigas de données. Donc, quelque part, analyser la conformité, ça devient compliqué, il faut passer des semaines. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche où ils valorisent évidemment leur conformité et ils sont très forts là-dessus. Après, quand même, pour communiquer sur la conformité, nous, ce qu'on a vu, en tout cas avec notre solution logicielle Make It Safe, l'intérêt, le vrai intérêt, c'est d'avoir une courbe avec une progression. Pour motiver les équipes en interne, il faut que la situation s'améliore, qu'on le montre, qu'on le communique en interne à tout le monde, à la direction générale, évidemment, si on veut continuer à avoir un soutien, et puis aux équipes, pour qu'elles ne soient pas démotivées, et notamment si on a des nouvelles réglementations et qu'on fait le zigzag, voilà. Mais en effet, si on a une démarche vraiment cohérente, en combinant différents référentiels, en ayant une vision à 3 ans, à 5 ans, d'amélioration continue d'un niveau de conformité, d'un niveau de gestion de risque, avec des photos, des films, avec des périmètres qui changent, mais une vision cohérente, derrière, ces fameux indicateurs permettent de communiquer en interne, parfois auprès de parties prenantes, et ça marche. Ça marche. In fine, c'est quand même ça qui marche, à mon avis. Vincent, pour compléter sur cette question. Oui, trois messages. Le premier, c'est en effet, il faut que le COMEX, il faut que le dirigeant, il comprenne la conformité, il comprenne ce que ça lui apporte. Et il y a toujours un narratif à donner, une histoire qui permet d'expliquer pourquoi c'est important de se mettre en conformité avec tel règlement, etc. etc. Et je pense qu'il faut que l'équipe marketing soit présente. Il faut que l'équipe marketing l'entende et on sera étonné de se rendre compte combien, quand voilà, une personne s'approprie, comprend un enjeu, elle arrive à le transformer en quelque chose de positif. Voilà. Donc mettre dans la même salle le RSSI, le risk manager, le responsable de la transformation digitale et l'équipe marketing, ça va faire des étincelles. Ça, c'est le premier message. Ensuite, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est en effet des parcours de montée en capacité, de montée en compétences. L'exemple que j'ai, c'est France Relance. Vous avez entendu parler ce matin, ça a été largement évoqué lors des plénières. Nous, à l'ANSSI, on a défini des parcours
de monter en capacité dans le cadre de France Relance et qui permettent aux collectivités, qui permettent à nos bénéficiaires qu'on va donc accompagner, de les faire gravir petit à petit des échelons, des niveaux de maturité ou de capacité en matière cyber. Ça, c'est motivant parce qu'à chaque fois que vous franchissez une étape, il faut le fêter, il faut voir l'effort qui a été franchi, hein, comme quand on fait une randonnée et qu'on se retourne pour voir le trajet parcouru. Le troisième, il est sur le rapport de force. Si les organisations ne prennent pas le pouvoir sur le fait d'arriver à communiquer, malgré les difficultés qui ont été rappelées par Ludovic, ce sont les autres qui vont le faire. Et on a déjà des cas d'entreprises qui font l'objet de due diligence. Donc vous savez ce que c'est, la due deal, c'est quand un cabinet évalue une certaine capacité chez vous. On a des entreprises qui découvrent qu'elles sont notées d'un point de vue cyber. C'est le cyberscoring. Et elles ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et l'entreprise se trouve à dire, mince, il faudrait que je communique, il faut que j'arrive à retourner la situation. Et donc, ce rapport de force-là, il faut vraiment l'avoir en tête parce que les autres communiqueront sur vous, pour vous, certainement mal, et avec un état d'esprit qui pourrait être déviant. Voilà pour moi. J'adhère pleinement à ce dernier point où on voit bien les méfaits et les biais de ces évaluations de conformité faites à distance de manière absolument pas en profondeur. Merci pour ces différents éléments. Il nous reste un petit quart d'heure. Juste une dernière question avant d'arriver à vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir aux questions que vous voulez poser à notre panel. Peut-être une question courte avec une réponse courte pour qu'on garde 10 minutes pour les questions. Sur les évolutions réglementaires, Vincent, Gaston, est-ce qu'on s'attend à RGPD V2 l'année prochaine ou est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Vincent, de la même manière, NIS, etc. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer sur ce sujet-là. Pas d'annonce particulière à faire de mon côté. Ça, c'est une réponse courte au moins. C'est trop récent pour être mis à jour. Mais merci pour la question. Bon, pas de scoop aujourd'hui. Vincent? Alors, les années 2010, vous avez vu fleurir un certain nombre de règlements. Alors, je ne vais pas tous les égrener parce que vous allez me lancer des pierres. Mais voilà, vous avez vu la protection du classifié et du sensible. Ça existait déjà. Mais il y a des choses qui ont été mises à jour. Vous avez vu des choses sur la cybersécurité, la résilience des activités infrastructures critiques ou essentielles. Donc, la directive Nice européenne, notre loi de programmation militaire, qui se situe aux alentours de 2015, aux alentours. Hein. Vous avez vu arriver, qui existait déjà, le règlement général de la sécurité, le RGS, le règlement EIDAS, qui concerne les services de confiance, d'identité électronique, etc. etc. Là, il y a un momentum, c'est que quand on parle directive Nice, quand on parle règlement général de sécurité ou EIDAS, on est dans une quasi-simultanéité concernant des travaux de rénovation de ces règlements. La directive Nice, et on travaille beaucoup avec la Commission européenne là-dessus, donc qui est sortie de terre en 2016, alors il y a du travail avant, et qui a été transposée en France en 2018, on travaille sur la V2, figurez-vous. Le RGS, qui est en V2, alors c'est une de mes équipes, donc c'est vraiment un clin d'œil pour eux, qui est en V2, ils vont travailler sur la V3. Avec les autres services de l'ANSSI. EIDAS, V1, va passer en V2. Et donc, fort de tout ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années, moi je pense, je le vois, hein, on est en train de franchir un palier de maturation. Je ne vous dirai pas aujourd'hui qu'on va tout harmoniser parce que ce serait faux. Néanmoins, on est en train de réfléchir à un cadre commun qui pourrait être porté par la directive Nice, qui servirait de directive... Alors, à la fois horizontale et verticale, je ne sais pas s'il y aura ces questions d'évoquer, mais qui servira de socle commun au niveau européen, au niveau national, pour un ensemble d'opérateurs, d'entreprises, de prestataires qui seront assujettis, régulés avec cette directive. Et l'idée là-dedans, c'est de pouvoir faire en sorte que ce soit un hub réglementaire, un hub de socle réglementaire, et par exemple de proposer un seul canal visant la notification d'incidents, que ce soit sur un service de confiance ou que ce soit sur une infrastructure critique qui s'est fait taper, il y aurait un seul canal. Tout ça, c'est au conditionnel, mais en tout cas, on y travaille et on a bien conscience qu'il faut simplifier les choses. Merci pour ces retours. Je vous propose maintenant qu'on passe à... Ah, pardon, je ne t'avais pas vu, vas-y.
Juste pour compléter un peu ma réponse abrupte, évidemment sur le RGPD il n'y a pas d'évolution, par contre on travaille sur des évolutions, sur des pans, sur des technologies au niveau sectoriel, sur la journalisation des données, donc sur les logs, pardon, il y a une consultation publique qui est sortie il y a quelque temps, qui a été finalisée et donc qui va donner lieu à une décision définitive publiée sous peu. Ça, c'est un scoop-up, parce que vous ne le savez pas encore. On a travaillé sur recherche sur Internet de fuite d'informations, sur la RIFI. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, parce qu'on est conscient du fait de l'évolution des menaces, de besoin de répondre à ces enjeux-là également. La question nous a été souvent posée, donc il y a des travaux qui sont faits également au niveau européen et au niveau de la CNIL, au niveau de l'intelligence artificielle. Et il y a tout un tas de sujets comme ça. Et ça me permet de rebondir sur la question précédente de Vincent, qui vous invitait tous à venir chez nous. Évidemment, on a des échanges avec les professionnels. Évidemment, ces échanges, ils se font également au niveau de l'accompagnement avec certains d'entre vous, parce que en plus de cette partie répressive de contrôle sanction, on a une partie accompagnement qui est très importante chez nous et qui se fait également, notamment en dehors du cas par cas, au travers des DPO, qui sont les représentants de l'implémentation du RGPD dans vos entreprises. Donc cette interaction, concrètement, évidemment, on a toujours cette visibilité sur l'évolution des menaces d'une part, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et ça je veux juste, avant que vous posiez des questions, en parler, parce que j'ai en charge aussi la partie notification des violations de données chez nous. On est plusieurs personnes à travailler sur le sujet à la CNIL. On a culturellement, en France, il y a un rapport de l'EDPB sur l'article 93, j'arrête, sur la dissociation qui est faite entre la volumétrie des violations qui sont remontées dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons et dans les pays latins, et notamment la France. Et on voit bien qu'en France, alors après on donne les excuses qu'on veut, oui mais c'est pour des raisons de confidentialité, ah oui mais la PDGR on ne savait pas ce que c'était, enfin bon, et le CNIL non plus, mais peu importe, en tout cas c'est vrai qu'en volumétrie on est très très faible par rapport à nos homologues des pays nordiques et anglo-saxons. Néanmoins, aujourd'hui, l'évolution, et on le constate dans les chiffres de cybermalveillance, on le constate dans les chiffres de l'ANSSI, on le constate dans les nôtres également et dans les remontées d'informations et des violations, il y a un boom qui est multisectoriel, qui est depuis le début du Covid, qui est colossal. C'est vraiment une réalité. Une fois encore, il y a cette pluralité d'approches, comme celle dont on a discuté depuis le début de cette conversation, entre le juridique, le métier et l'IT, chez nous également, entre les métiers, les besoins, le juridique, la réalité des menaces, la répercussion que ça a sur la nécessité qui est la nôtre d'implémenter une évolution dans la régulation, dans la loi, dans le règlement, et ça c'est une prise en compte de tous les jours, avec évidemment des délais, avec évidemment une complexité parce qu'elle se doit d'être large, mais une approche qui est importante. Une fois encore, il n'y a pas d'opposition entre conformité et cybersécurité. Merci. Merci Vincent. Merci Vincent, merci Gaston. Vous avez compris que c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous que les référentiels évoluent à cette vitesse-là. Alors, à vos questions maintenant. Est-ce que les différents échanges vous ont inspiré une question? Oui. Vous nous avez décrit tout un écosystème, une architecture réglementaire, des moyens opérationnels. À mon sens, il manque un élément. On a le référentiel technique, la conformité, il y a la démonstration de conformité. La démonstration de conformité, selon les activités qu'on exerce, c'est un burden, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on a un flou sur ce qui est attendu de notre part. On a le RGPD, je parlerai essentiellement de données personnelles. Quand est-ce qu'on doit notifier? C'est pas clair, comme de l'eau de roche tous les jours. Qu'attend le régulateur en matière de démonstration de conformité? C'est pas super clair non plus. Donc je pense que, et les outils qui existent aussi sur le marché sont pas forcément articulés pour aider un Data Protection Office à démontrer sa conformité. Et cette démonstration de conformité, elle est aussi utile pour convaincre le management. Je pense qu'il y a encore un effort à faire sur ces sujets. Vous m'entendez? Ah oui. Merci de cette question. C'est un sujet intéressant. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt pourquoi dans la loi et dans les règlements, vous avez finalement une certaine forme de flexibilité?
Parce que, en fait, si on y écrivait des choses qui sont absolument strictes et définitives, bon courage. Et la raison, c'est celle de l'analyse de risque, qui est en effet l'approche dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire d'une mise en cohérence dans un contexte donné. Il y a quelques années, dans les conférences, je parlais de la dissociation qu'il faut faire entre une base de données client, vous la mettez dans un coffre-fort, vous verrouillez le coffre-fort, vous cassez la clé, vous l'envoyez à 1000 mètres de fond dans la mer, et la même base de données, vous la mettez sur Internet et vous devez la rendre accessible à 2 700 000 personnes. Évidemment, la sécurité que vous allez mettre en œuvre sur ces deux cas d'espèce est complètement différente. Aujourd'hui, on ne peut pas qualifier au titre de la loi et des règlements. C'est pour ça que je dis bon courage, parce qu'il y a une difficulté de part et d'autre pour vous et pour le régulateur, définir pour chacun des cas évoqués juste aujourd'hui, quelque chose qui soit strict et définitif, sachant par ailleurs que, en effet, le temps des technologies et le temps du juridique n'est pas le même, sachant par ailleurs que les technologies évoluent, sachant que les solutions que vous allez mettre en œuvre sont dépendantes également de votre gouvernance, de la réalité des usages, de la typologie des utilisateurs, et qu'en conséquence de quoi, il y a ce besoin d'analyse de risque. L'approche de sécurité est globale au niveau du RGPD, c'est une approche par l'analyse de risque, c'est une approche par responsabilisation en fait de les acteurs, des organismes, des entreprises privées ou des organismes étatiques. C'est une prise de conscience de ces enjeux et d'essayer d'évaluer justement à quel niveau c'est viable, c'est pas viable, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut notifier, est-ce qu'il faut pas notifier, et surtout de s'interroger toujours sur quel est le risque et quel est l'impact pour l'individu qui est derrière ces données-là, pour rester sur la partie vie privée. Et je pense que c'est la question qu'il faut avoir en permanence. C'est pour ça que cet enjeu, c'est bien celui du partage de connaissances, celui du partage de compétences, parce que vous allez me dire quelque chose au niveau technique, je vais vous répondre quelque chose de complètement différent au niveau juridique, mais qui va avoir un impact sur ce que vous déployez. Et ce partage de compétences permet de faire naître une solution dont il faut faire une évaluation en cohérence avec le contexte, toujours avec le contexte. On ne peut pas vous fournir, en fait, et c'est pour une solution qui est définitive et fixe. C'est pour ça qu'il y a ce flou. Et ce que je voulais dire dans mon propos, c'est qu'en fait, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire que cette flexibilité, c'est une obligation de mettre en œuvre de la sécurité, mais c'est une flexibilité parce que, par chance, on ne vous dit pas comment le faire de façon précise. On vous dit juste de le faire pour qu'elle permette de couvrir les risques, de faire face aux menaces dans le contexte qui est le vôtre. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà, complément. Oui, un petit complément, simplement, je vais dans l'essence de Gaston, mais il ne faut pas tout ficeler, tout bien clair, nous dire quoi faire. Il faut vraiment qu'on a la magnitude de mettre en place des choses. Là, dans les cas concrets de la GDPR, c'est très bien. Il y a une analyse des risques. Nous, dans nos processus, on a rajouté de réaliser un PDA. Voilà, c'est dans les processus. Et après, si un jour on vient se faire contrôler, on expliquera pourquoi on a mis telle ou telle mesure ou on n'en a pas mis, parce que c'est basé sur les risques qu'on a identifiés et comment on les a traités. Et voilà. Donc je pense que c'est bien et il ne faut pas tout essayer de trop isoler parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On considère qu'on est grand, on sait faire des choses, on sait mettre en place des processus. Et voilà, on doit pouvoir déployer la sécurité sans avoir trop de contraintes derrière. C'est ça, comprendre pourquoi on le met, comment on le met en œuvre et être en capacité de le prouver. Alors, moi, je vois le côté... je ne sais pas si ça marche. Oui. Allô, oui. En fait, pourquoi les gens se mettent en conformité, c'est pour éviter l'amende. Donc, globalement, quand on nous demande de faire des choses, on nous demande de fournir, en effet, quelque chose qui puisse démontrer la conformité. Et on nous demande, du coup, deux environnements. Un environnement de mise en conformité interne, surtout pas communicable aux tiers, auditeurs de l'autorité ou commissaire aux comptes ou autre, et un environnement communicable avec, je dirais, les critères d'audit, les critères de conformité, les preuves d'audit, et puis voilà. Et c'est très pragmatique et ça marche. Et c'est comme ça. Après, sur la gestion de risque cyber, c'est autre chose. Là, on nous demande des résultats. On ne nous demande pas 100%, justement, évidemment, sur la gestion de risque, mais on nous demande des choses sérieuses. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. Et si on protège les données personnelles, dans les cas de la GDPR, encore, ce n'est pas pour ne pas payer l'amende. Hein. C'est pour protéger les données de nos clients.
Essayez quand même de faire que les deux versions du document de monsieur soient les mêmes, hein. Idéalement. Et pour avoir aussi pas mal trempé dans des mises en conformité sur des référentiels extrêmement précis, je pense par exemple à des choses autour de la sécurité des cartes bancaires, à qui ça parlera aussi, c'est souvent extrêmement complexe parce qu'en fait les mesures qui sont trop précises s'appliquent pas bien au contexte, donc on essaye de les tordre, et donc ils ont été obligés de rajouter une annexe qui donne le droit à mettre des mesures compensatoires et tout, et donc même si on a un référentiel qui est extrêmement précis, à un moment il est trop précis, on peut pas l'appliquer dans son contexte, donc on est obligé de le tordre aussi. Donc malheureusement je pense qu'il n'y a pas de solution magique. On aimerait bien avoir le guide d'audit qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut montrer, mais je ne l'ai jamais vu en tout cas en vrai. Et surtout, ce qu'on comprend bien au propos précédent de Ludovic, c'est qu'en fait, on a bien conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en interne, on a conscience que ces enjeux ne sont pas couverts parce que sur 3 critères, en fait, on n'est pas bon. Et d'ailleurs, faites attention à ne pas diffuser ce document-là au régulateur. C'est ce que monsieur évoquait. Et ça veut dire qu'on a cette conscience, en fait, de la preuve de conformité, de est-ce qu'on est conforme ou pas, finalement. On sait comment on le met en œuvre et on sait si ça couvre ou pas le besoin de conformité. Oui, juste une réaction rapide. Bon, en cyber, on a l'audit de sécurité avec ses différentes variantes, hein, physique, audit de code, test de pénétration, qui permet d'avoir une vision assez éclairante sur un état de sécurité. Et là, je vous rejoins sur le fait que le régulateur, il a une certaine souplesse, il y a une épaisseur du crayon. Et j'en reviens encore une fois à qu'est-ce qu'attend le régulateur et comment surtout on met en place un plan de montée en capacité et comment nous, ANSSI, quand on instruit des dossiers d'homologation avec une séquence de mise en conformité, quelle est la trajectoire qui est proposée par le bénéficiaire, par l'entreprise, par l'administration pour atteindre l'objectif. Et cette trajectoire, elle est aussi importante que l'État lui-même à un instant donné. Alors merci pour cette question. Je vois l'heure qui tourne. Je sais qu'il y a d'autres sessions qui vont arriver. Je pense en particulier à la plénière là, où il y a pas mal de monde qui veulent y aller. Donc, écoutez, on va clôturer là. On n'aura pu prendre qu'une question, c'est dommage, mais en tout cas, on reste nous ici présents pour la sortie de la salle. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions que vous souhaitez traiter en plus. Et on vous remercie tous pour votre écoute et je remercie en particulier tous les participants à cette table ronde. Et on vous dit à bientôt.